traditions, les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 11 juin 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Ce matin, comme à l'accoutumée, en compagnie du docteur Benachtou, nous allons parler santé et cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux maladies inflammatoires chroniques des intestins. Nous parlerons également du mind map. Le mind map est tout simplement une stratégie de mémorisation, ça s'appelle aussi la carte mentale. Nous recevrons un champion du monde du mind map, c'est le seul d'ailleurs champion en Afrique. Nous parlerons également du livre, nous parlerons de l'artiste puisque 2 jours auparavant nous avons célébré la journée nationale de l'artiste. Nous parlerons donc du livre et des droits d'auteur. Nous parlerons également donc de musique et aussi place cette fois-ci aux incubateurs puisque Tipaza a vu naître son premier incubateur. Un événement se prépare dans ce sens le 19 juin prochain. Il s'agit donc de Tipaza Startup Days. Voilà pour le menu de ce matin. Nous vous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Aussi à partir donc d'hier, le 10 juin jusqu'à demain, donc le 12, 357 bureaux de vote sont à la disposition donc des 92 370 électeurs qui sont à l'étranger donc pour voter, donc pour élire les prochains députés. Alors on rappelle que 407 sièges sont 407 sièges sont prévus pour les députés au niveau de la pays. Excusez-moi. Donc voilà un peu pour le menu de ce matin. Mais avant cela, les nouvelles du ciel. Pardon. En compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Et voilà, donc Mina Abedé parmi nous ce matin. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Très bien. Alors, du soleil qui s'annonce pour aujourd'hui? Oui, un temps agréable. Un temps agréable. Donc, nous avons eu déjà des journées assez ensoleillées ces jours-ci. Oui. Et ça va continuer. Un peu plus de détails? Oui. Allez, on y va. Avec plaisir. Bonjour à tous, excellent réveil. Et bien aujourd'hui, un ciel plutôt voilé sur l'ensemble des régions nord, notamment à l'ouest, au centre et à l'est du pays. Sur les régions sahariennes, on notera s'est dégagé sur les oasis, le Sahara oriental voilé avec quelques foyers orageux, notamment vers l'extrême sud, le Gard et le Tassili, le Sahara central, le sud-ouest et la Saoura. À noter également de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord entre 24 et 35 degrés sur les régions sahariennes. On notera 38 degrés. Hassim Saoud, 39 degrés à Ilizi, 38 Tamarasset ainsi qu'à Janet, 40 degrés à Béchar, 45 à Tindouf et enfin 47 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer calme, un peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km/h vers la partie ouest et entre 20 et 40 km/h sur le centre. Place tout de suite au continent européen pour aujourd'hui. Un ciel dégagé à Istanbul, peu nuageux à Rome, ainsi qu'à Paris, dégagé à Madrid et Lisbonne. On notera quelques passages nuageux à Vienne, Berlin, Londres et puis un petit peu de pluie à Moscou et Kiev. Côté Mercure, on notera 24 degrés. À Londres, 27 à Paris, 31 degrés à Rome, 35 à Madrid, 28 à Berlin, 27 à Vienne, 22 à Kiev et enfin 17 degrés à Moscou. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum.
Et voilà, merci beaucoup Mina. Donc il va faire quand même chaud, Il va faire assez chaud. Des températures plutôt estivales, hein, il faut dire, des températures plutôt estivales. Ça tombe bien puisque ça coïncide avec le week-end, n'est-ce pas? Exactement, il faut profiter. Il faut en profiter, tout simplement. Merci beaucoup Mina. Merci. On te retrouve donc tout à l'heure après le journal télévisé du midi, celui de 19h et demain, avec plaisir. donc à partir de 8h. Voilà, parce que demain, ce sera donc, on rappelle, une journée ouverte, une journée spéciale pour les élections législatives. Donc, on rappelle que 357 bureaux de vote donc, sont ouverts qui attendent donc, pour recevoir les 92 370 électeurs à l'étranger. Donc, les bureaux de vote ont été ouverts donc, hier, le 10, et seront ouverts jusqu'à demain, donc le 12 juin jusqu'à 19h. Donc les bureaux sont ouverts de 8h à 19h. Voilà, donc là, on vous laisse avec un spot. Donc ça va être un spot explicatif, pardon, donc comment aller voter sur les élections, et on se retrouve juste après. Hier, tu as combattu pour libérer la patrie avec ton courage. Aujourd'hui, tu défends la sécurité de ton pays. Tu as éduqué, enseigné, soigné, produit, créé, innové. Et parce que là où tu vas, tu laisses ton empreinte toujours présente pour exprimer ta voix. Aujourd'hui, c'est avec ton empreinte que le changement se fera. Comment voter pour les membres de l'Assemblée populaire nationale le 12 juin 2021? L'électeur doit se rendre au bureau de vote où il est enregistré. Pour vérifier l'identité de l'électeur, la carte d'identité nationale ou le passeport doit être présenté, joint à la carte d'électeur, sans toucher à ce document, par les membres du bureau de vote. Après s'être assuré que le nom figure sur la liste des signatures, l'électeur prend tous les bulletins de vote et l'enveloppe. L'électeur se rend à l'isoloir de vote muni de son stylo à utiliser dans le processus de vote. Il choisit le bulletin de vote pour lequel il a fait son choix et se séparer des autres bulletins. L'électeur doit s'assurer que son bulletin de vote soit en bon état, qu'il ne soit pas taché d'encre, qu'il soit clair et non déchiré. L'électeur doit mettre un X dans les 4 possibilités. Première possibilité, mettre un X dans la case correspondant au nom du candidat choisi. Deuxième possibilité, mettre un X dans la case de 2 ou plusieurs candidats choisis. Troisième possibilité, mettre un X dans toutes les cases des candidats choisis. Quatrième possibilité, dans le cas où aucun candidat n'a été sélectionné, le vote sera pour toute la liste en question. L'électeur a accordé son vote à tous les candidats de manière égale. De cette façon, l'électeur aura accordé son vote à tous les candidats de manière égale. L'électeur plie le bulletin de vote, puis le met dans l'enveloppe et se rend dans l'urne où il vote. En plaçant l'enveloppe à l'intérieur de l'urne, l'électeur doit bien mettre son index gauche dans l'encre et l'empreinte digitale obligatoire sur la feuille de signature. Les mots élus ainsi que datés sont placés sur la carte d'électeur sans y toucher. Si tu veux le changement, absent. Un conseil. Et voilà, il va donner un conseil. Oui, dans un petit moment. Donc, on aura le conseil. Donc, on rappelle que tout au long de l'émission, donc nous aurons des images qui vont être parvenues donc de quelques régions de l'étranger. Là, on voit les électeurs donc se rapprocher des bureaux de vote pour élire les prochains députés. Donc là, vous l'auriez compris, le docteur Benachnou, Fethi Benachnou est parmi nous ce matin. Docteur, bonjour. Bonjour, sabah al-khair. Marhaba. Allah yassalmak. Voilà. Alors, docteur, aujourd'hui, on va s'intéresser aux maladies inflammatoires chroniques qui touchent l'intestin. Oui. Et il faut dire que c'est un petit peu les maladies du siècle aussi. Hein. Oui, très important. C'est bien ce que vous dites. D'habitude, dans le langage populaire algérien, on parle de Mickey. Mickey, c'est les Mickey, oui. La bande dessinée. Mais là, c'est Mickey en tant que dénomination médicale. M-I-C-I. Et dans l'appellation de ces maladies, il y a tout. Les maladies, I, c'est inflammatoire, chronique, ça c'est important, de l'intestin. Actuellement, de plus en plus, il y a des maladies de l'intestin, dans la compréhension globale. Chez nous, dans la pratique, et là, premier conseil, c'est surtout pour mes confrères et mes consoeurs,
on est trop habitué, entre guillemets, le côlon. Le côlon, voilà. Dès qu'on a mal au ventre, c'est le côlon. C'est le côlon, non. Là, c'est important. Le deuxième, c'est le fait de décréter hémorroïdes, tout problème de sang. D'ailleurs, il faut faire très attention actuellement quand un patient rentre. Bonjour docteur, j'ai les hémorroïdes, oui, on prend le côté le plus... quand je vais aux toilettes, j'ai du sang. Premièrement, il faut que ça soit du sang rouge frais, c'est pas du sang noir parce que là, il est beaucoup plus en hauteur. Il faut que ça soit du rouge frais. Mais très souvent, le patient vient, il est très fatigué et très anémié. On le voit, on le sent. Et pourtant, il n'y a pas de sang dans les selles. Pas de sang visible au sens que l'on donne au sang, c'est-à-dire un liquide rouge, tout ça. Non, il se peut qu'il y ait une perte de sang perlée, on appelle ça perlée, qui est dans les selles, mais on ne le voit pas. Il faudrait à ce moment-là prendre les selles et faire une recherche de sang. Ça y est, c'est comme dans la glycémie, c'est des petites bandelettes. J'espère qu'on les aura en Algérie. Ces MICI, ces inflammations chroniques, elles sont chroniques, mais c'est toute la paroi de l'intestin à différentes hauteurs qui est atteinte, mais d'une façon permanente. D'une façon permanente, et avec une chose aussi, pourquoi j'ai fait le rapport avec le côlon, le côlon, c'est parce qu'il y a des douleurs au ventre. Alors nous, on taxe tout de suite. Ça, c'est l'erreur et j'insiste et j'insisterai. Il ne faut plus avoir cette manie, cette facilité de dire c'est le côlon, ou c'est clé, tout là. Non, il faut explorer, il faut aller voir, parce que c'est une maladie auto-immune. C'est comme si l'armée que chaque être humain a, l'être humain, une armée, mais une armée à base de cellules, à base d'anticorps, qui protège mon corps contre... Cette armée se retourne contre mon corps et celle qui est censée me défendre me détruit. Donc c'est ça l'auto-immune, et ça c'est important dans le sens où c'est extrêmement important d'explorer et de prendre au sérieux toute douleur au ventre. Et vous avez en face de vous quelqu'un de très pâle, de très fatigué, et parfois j'ai vu dernièrement un vendeur de fruits et légumes, c'est un jeune 30 ans qui a eu des interventions, vous savez, on enlève, on racle un petit peu les trucs, mais parfois cette inflammation chronique est très étendue. Donc il faut l'explorer, il faut l'avoir. Le régime alimentaire est très important, il est extrêmement important. Et deuxièmement, il faut comprendre ce que c'est qu'une inflammation. En arabe, on dit iltihab. Pour traduire le mot iltihab, c'est comme quand le feu prend. Comme le feu prend. Et pour savoir ce que c'est qu'une inflammation, quand on achète une paire de chaussures neuves, et toutes les femmes savent ça, c'est une irritation, ça. Mais quand vous changez de soulier, ça passe. Mais là, c'est chronique, c'est que ça reste et elle est irriguée, elle est permanisée, si on ne la prend pas en charge, il y a des médicaments, les immunosuppresseurs et tous ces éléments-là, mais moi j'insisterai beaucoup plus sur le fait que arrêtons, prenons conscience. Tout ça, c'est faux. Deuxièmement, il faut apporter une attention particulière dans l'examen et de faire la différence entre des hémorroïdes, c'est quelque chose de totalement différent. Et même quand on ne voit pas du sang dans les selles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sang. Moi, j'appelle ça du sang perlé, c'est-à-dire que c'est petit tout ça, et les techniques, qu'il y a des bandelettes qui permettent de vérifier, de trouver qu'il y a du sang. Et le sang que l'on perd, on se demande, il est anémié, qu'est-ce qui se passe? Il faut un très bon interrogatoire, il faut une très bonne... Ces maladies-là, modernes, sont très discrètes, mais elles sont silencieuses et elles entraînent des problèmes beaucoup plus graves. Il faut prendre ça en charge. Et l'environnement, l'alimentation, les mariages consanguins, tout ça,
va augmenter, entre guillemets. Donc ce ne sont pas les principales causes, mais ça pourrait être donc des déclencheurs, des éléments déclencheurs. Voilà, multifactoriel on appelle ça. C'est pour ça qu'il faut prendre le patient dans son ensemble. Où est-ce qu'il vit, comment il marche. Ce n'est pas la cause. En médecine, il n'y a pas de cause. Il y a des facteurs qui concourent à donner naissance ou qui concourent à alimenter une pathologie. Alors justement, dans ce sens, quelques conseils, docteur? Quelques conseils, faites la cigarette, attention. La cigarette, je crois que maintenant la cigarette elle doit être bannie de partout. Ce n'est pas une cause directe, ça c'est important. Deuxièmement, l'alimentation, par exemple les boissons, ces histoires de boissons avec des conservateurs, avec des... je cite tout ça pêle-mêle, c'est comme si c'était un couffin, je mets dedans les choses les plus dangereuses. Histoire, éviter, quoique les mariages consanguins, c'est une catastrophe, les mariages consanguins, et savoir, surtout les médecins, quand vous interrogez un patient, intéressez-vous à sa famille, est-ce que ça existe, et il faut tout de suite les prendre en main. Il y a des traitements, mais le plus important, la prévention. Attention. Je ne parle pas de prévention qu'on peut prévenir cette maladie, mais il faut éviter les facteurs. Au moins les facteurs déclencheurs. Et surtout ne plus prendre à la légère, j'ai mal au ventre, c'est le côlon, c'est pas de... Et on y va pour les tisanes et on y va. Comme vous nous le dites tout le temps, une douleur, c'est un système d'alarme finalement qu'il faut écouter. Vous savez ce qu'on dit? Une douleur ou une élévation de l'œuf, il faut la respecter. Il faut lui dire bonjour madame, douleur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous manque, pourquoi? On dit ça se respecte une douleur. Une anémie, il ne faut pas dire tout de suite l'anémie, il faut l'évaluer. Et ensuite, l'anémie n'est qu'un signe. C'est-à-dire qu'il y a quelque part des pertes en sang qui entraînent l'anémie. Vous avez une hémorragie cataclysmique, quelqu'un qui perd son sang de façon flagrante, mais vous avez aussi en nappe qu'on ne voit pas, on ne voit pas ce sang, mais il est toujours là. Il faut apporter une attention particulière. Et arrêtons cette consommation absurde, irrationnelle dans notre pays de médicaments. Et surtout de médicaments. Merci beaucoup, docteur. De rien. Un dernier conseil. C'est l'été, un conseil de sécurité. C'est l'été. La chaleur, on met les gosses à l'arrière du véhicule, les gosses baissent les vitres et on voit en ville, sur l'autoroute, des gosses qui ont la tête, qui ont le bras, et croyez-moi, ça fait de drôles d'accidents, surtout en ville où c'est étroit, où on frôle, et le chauffeur ou le conducteur ou la conductrice ne prend pas garde. Personnellement, chaque fois je m'arrête pour dire hey, votre gosse il a la tête penchée, attention à ce côté-là. Voilà, merci beaucoup docteur. De rien. Donc on vous retrouvera vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre thématique, comme à l'accoutumée. Voilà. Et on vous serez en rouge. Vous serez en probablement, on ça verra. Vous bat. Merci docteur. Allez, on continue et on vous rappelle encore une fois que les bureaux de vote ont commencé à être ouverts hier à partir de 9h. Ils seront ouverts jusqu'à demain, donc pour accueillir les électeurs un peu partout à l'étranger. Et là, nous allons aller du côté de Strasbourg pour rencontrer un jeune, le jeune Imed, lui qui va voter pour la première fois en France, et c'est Afaf Belouchet qui l'a rencontré. Il s'appelle Imed, il est fraîchement immigré et marié à Strasbourg. Comme la plupart des gens de sa génération en France, il travaille toute la semaine et a dû concilier entre rendez-vous professionnels et devoirs électoraux. اليوم كانت عندي رانديفو ومحتم علي اني نجي ننتخب ندي الواجب الوطني كما كل الجزائريين الفرنسيين والجاليه الجزائريه. كومبليكي صعيب علي على جال انا ما قدرتش نخلي العمل تاعي ونجي للانتخابات. طلبت الاذن من الباترون. Ahmed se dit pragmatique. Il estime que le député de l'immigration doit défendre les intérêts de cette dernière à la Chambre du Parlement et arracher de nouvelles mesures de l'exécutif en faveur de celle-ci. أنا ننتظر منهم أن يعطونا طائرات جديدة لستراسبورغ ما فيهاش طائرات ألجيري قسنطين ألجي وهران. Ahmed se dit satisfait d'avoir accompli son devoir électoral et appelle les Algériens où qu'ils soient à faire de même.
لازم على كل جزائري أن ينتخب لأجل بلاده لأجل المعاونة للجزائر والجزائريون. Et voilà, donc de retour sur le plateau, c'était donc Imed que Afaf Belhouchet a rencontré à Strasbourg, lui, donc qui a accompli son devoir de vote. Et voilà, donc nous avons eu à voir ses attentes donc des prochains élus. Et là, nous recevons notre premier invité de cette matinale. Il s'agit de Salim Gamoura. Bonjour Salim. Bonjour. Marhaba bik. Alors Salim, vous êtes champion du monde du mind map. Alors le mind map, avant de parler donc de ce championnat, avant de parler de ces concours, donc un petit peu internationaux. Alors le mind map, d'abord, c'est quoi? Alors le mind map, c'est une représentation visuelle de la pensée. C'est une structuration de hiérarchisation de la pensée visuelle. Donc en gros, on résume ce qu'on pense ou ce qu'on ressent à travers une seule feuille. Une seule feuille, ça veut dire si on a un polycope de 50 pages. Un polycope de 50 pages, un livre de 200 pages, on peut résumer ça en une seule feuille. Voilà, donc ça, ce sont les étudiants qui auront peut-être une bonne nouvelle. Aussi, ils sont concernés, oui. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, Salim, vous pratiquez un petit peu, on va dire, c'est une stratégie de mémorisation? C'est une stratégie de mémorisation, ça peut développer la créativité aussi, donc ça peut être très utile aussi pour les entreprises, gestion des projets. Quoi d'autre? Esprit critique, donc tout le monde utilise son cerveau, donc voilà. On en a tous besoin. Voilà. Alors, vous nous expliquez un petit peu de comment on fait, probablement un schéma, une petite explication, on va dire, un mode d'emploi de cette carte de mémorisation. Bien sûr. La structuration de la mind map, elle est très très simple. On commence par un sujet principal au milieu de la feuille. Généralement, c'est une image. Et il y a des sections. Chaque section a une branche principale avec des ramifications. Donc, c'est exactement la structure du neurone. Ça commence du neurone avec des connexions entre les neurones et tout. Voilà. Voilà. Avec des couleurs, avec des images. On utilise des mots-clés uniquement, pas des phrases. Et des pictogrammes beaucoup plus, parce que c'est pas très artistique. C'est vraiment beau à voir, mais c'est pas très artistique. Donc on n'a pas besoin d'être un bon dessinateur pour faire une mind map. Juste de quoi nous permettre de bien mémoriser nos Exactement, informations. Parce que le cerveau est câblé en images. D'accord. Quand on parle d'un mot, on imagine sa forme et ses couleurs, et pas le mot. Voilà, effectivement. C'est comme on vous dit, n'essayez pas d'imaginer un éléphant rose. Donc c'est sûr qu'on va l'imaginer. Donc on ne peut pas faire autrement finalement. Oui. Voilà. Alors aussi, donc vous pratiquez un petit peu ces stratégies depuis quand? Je pratique ces stratégies il y a 2 ans. Donc c'est tout récent. Ça. Oui, c'est tout récent et j'ai vraiment regretté de ne pas avoir appris ça en étant étudiant. Ah bah oui, ça m'aurait beaucoup servi. Exactement, ça vous aurait économisé beaucoup de temps. Exactement. J'allie ça aussi avec la lecture rapide. Comme beaucoup le pensent, c'est pas juste le faire de lire rapidement, c'est un réel processus de collecte d'informations. Donc, entre guillemets, le petit exploit que j'ai fait pendant le confinement, quand on était confiné à la maison, j'ai réussi à lire 32 livres en 3 mois. Bravo. 32 livres, toutes sortes confondues, j'ai envie de dire, livres scientifiques, des romans variés. Des romans scientifiques, philosophiques, spirituels. 32 en 3 mois. Environ, on va dire en moyenne 10 par mois, c'est ça? Environ 1 par jour. 1 par jour. Un livre par jour, bon, ça dépend des livres. Il y a des livres, il y a de gros livres que je termine en 2 jours. De combien de pages environ? Ça varie le minimum c'est 150 pages. Et ça varie jusqu'à 600 pages. Ah, c'est très encourageant ça, particulièrement pour les étudiants. Exactement. Je sais pas pourquoi je pense toujours aux étudiants parce qu'ils ont toujours ce problème. Ouais, c'est quand un polycope de 50 pages, il faut l'apprendre. Préparer un mémoire. Préparer un mémoire aussi. Ça demande de lire beaucoup d'ouvrages. Effectivement. Donc, en un temps. Et j'allie ça avec le mind map pour me mémoriser tout le contenu du livre. Ah ben voilà. Alors, vous êtes champion du monde du mind map, vous avez donc participé à ces concours. Parlez-nous un petit peu de ces différentes expériences. Alors, ça a commencé d'abord l'année passée, en juin 2020. J'ai commencé par participer au championnat de France, c'était ouvert. Donc, les autres, je n'ai pas vu participer. Je me suis quand même classé 9e au championnat de France.
Et donc, ça m'a poussé à aller au-delà de ça. J'aurais aimé participer ça en présentiel parce que l'émulation de la compétition, elle est vraiment stimulante. Mais dès que j'ai vu que c'était en ligne, j'ai sauté tout de suite sur l'occasion pour m'inscrire pour participer. Voilà. Et donc ça a fait une belle expérience pour vous. Ça a fait une très belle expérience. Ça fait quoi finalement d'être championne du monde? C'était votre première participation? Oui. Première participation. Première participation. Face aux Chinois, face aux Indiens, c'était pas évident. Mais c'était pas décourageant pour vous en tout cas? Ça ne vous a pas découragé parce que vous avez quand même relevé le défi, vous avez participé, vous êtes inscrit et puis vous êtes champion. En fait, c'est un réel lâcher prise. J'ai vraiment fait aucun calcul, sans pression. Voilà. Et c'est justement, j'avais aucun stress. Donc j'ai participé ça avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme. Et ça a donné ça. Ah ben voilà. Alors vous restez avec nous, Salim Gamoura. Vous savez que hier, aujourd'hui et demain, donc la communauté algérienne à l'étranger est attendue, est invitée donc pour se rapprocher des bureaux de vote. Donc on rappelle que 357 bureaux de vote donc, sont ouverts, sont mis à la disposition des électeurs. Et là, donc, nous vous invitons à aller à la rencontre donc, par Skype, justement, d'une Algérienne qui se trouve en Turquie. Cette fois-ci, il s'agit de Bouchra Boudouma, elle qui est artiste, elle est enseignante d'anglais, mais aussi étudiante en sciences politiques et relations étrangères. Elle nous parle de sa participation à ces élections, mais surtout ses attentes donc, des prochains élus. Je vous laisse voir son intervention dans ce Skype et on se retrouve juste après. Bonjour, Bouchra Boudouma. Je suis prof d'anglais et je suis artiste. En plus, je suis étudiante en politique et relations étrangères. Et aussi, je suis membre de la communauté des chercheurs régionales en Turquie. Et j'ai un message pour la jeunesse algérienne. D'accord. Si on veut une Algérie nouvelle, une Algérie meilleure, on doit commencer par nous-mêmes. إذا حبينا حنايا الجزائر تتبدل لازم حنا نبدلوا روحنا. ماشي نحصلوها في حاجه واحده اخرى، مي نبدلوا حنايا روحنا، نبدلوا اللايف ستايل تاعنا، نبدلوا لا فاسون دونك اون بونس، نبدلوا كيفاش حنا نعرفوا، لازم نفتحوا روحنا لبزاف الفايس، لازم نديروا دي ريشيرش، نتعلموا بزاف الفايس باش نعطوا حاجه للجزائر. سينو سي اون في لي فيكتيم دائما هكا اون بو ريان فير. Voilà, d'après mes expériences, je sais ce que j'ai constaté. Donc voilà. إذا حبينا نبدلوا الجزائر، إذا حبينا نبدلوا بلادنا، لازم نبداو بروحنا حنايا ونديروا نزقموا حنايا روحنا، نزقموا حنايا حياتنا كيفاش راهي باش نقدروا نعطوا حاجة واحدة أخرى لا كوميونيتي تاعنا ولا لو موند تاعنا حبينا نديروا ان شونجمون. Voilà, donc c'était Bouchra Boudouma, elle qui était par Skype, donc à partir de Turquie. Donc on rappelle qu'elle est artiste, qu'elle est étudiante en sciences politiques et relations étrangères et aussi enseignante d'anglais. Alors Salim Gamoura, là, on a eu un exemple donc d'une jeune Algérienne qui se trouve en Turquie, donc elle qui va se rapprocher ou qui s'est rapprochée donc des bureaux de vote qui sont ouverts donc à la diaspora. Vous-même, donc vous êtes jeune. Alors demain, Inch'Allah, ce sera les bureaux qui vont ouvrir pour les Algériens en Algérie. Donc, quelles sont un petit peu vos attentes, vous, en tant que jeune, donc, de ces élections des prochains élus? Je remarque ces temps-ci qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça et ils ont un réel engouement pour ça. Ben, je les encourage puisque on aimerait bien avoir de nouvelles idées, voilà, de la nouveauté en gros. Donc ça serait bien de voir qu'est-ce qu'ils peuvent en faire. On a besoin d'action, quoi. Mais sinon, dans votre entourage, vous en connaissez ceux qui se sont présentés, parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes. Oui. Cette fois-ci, c'est la première fois qu'on voit autant de jeunes qui ont eu quand même cet engouement. Je connais quelques personnes qui se sont engagées pour ça, oui. Ils se sont, comment on dit, voilà, ils étaient élus, quoi. Voilà. Mais sinon, pour revenir un petit peu à votre dada, on va dire, à la carte mentale, au mind map. Donc, il faut dire que c'est une stratégie, comme on l'a dit, très intéressante pour déjà dans tous les domaines, mais particulièrement les étudiants, particulièrement aux enfants. Donc, comment leur apprendre déjà à être très stratège et très rapide pour la mémorisation. Et donc, c'est ce qu'on va trouver plus tard dans le monde du travail. Mais il faut dire que c'est une discipline qui n'est pas très répandue en Algérie, ni en Afrique d'ailleurs. Donc,
Est-ce qu'il y a peut-être des projets dans ce sens pour promouvoir un petit peu cette discipline, des formations probablement, ou des ateliers qui seront ouverts donc, pour les gens qui s'intéressent? Bien sûr, je compte faire des formations pour plus tard, essentiellement pour les étudiants, vous l'avez dit, et aussi pour les entreprises aussi, parce que ça aide aussi à la gestion des projets, au développement des idées. Et donc, oui. Et une de mes ambitions aussi, c'est de créer une équipe algérienne qui participera au championnat du monde. Ah ben voilà, pourquoi pas. J'espère ne pas être les seuls. Voilà, de toute façon, nous avons un très bel exemple à suivre parce que vous-même, vous êtes champion, donc ça va, j'imagine, beaucoup encourager les jeunes dans ce sens. Alors, il faut dire quand même que le mind map, c'est un sport mental déjà, mais vous-même, vous êtes aussi dans le sport physique, parce que là, on vient de me dire que vous êtes entraîneur. Exactement, oui, je suis entraîneur national en athlétisme. En athlétisme. Oui. D'accord, depuis depuis 2014, j'ai fait mes études à l'ISTS, à l'École supérieure des sciences et technologies du sport. Et voilà, je suis actif depuis 2014. J'ai terminé mes études en 2014. En 2014, oui. Voilà. Très bien. Des projets en sport ou en mind mapping? D'accord. En sport ou en mind mapping? Les deux, pourquoi pas? Ça va de soi, hein, ça va de soi. En sport, il n'y a jamais de limite. Oui. Les limites, c'est les Jeux Olympiques, Inch'Allah. Et en mind mapping, on verra ce que ça va donner avec les Algériens. J'imagine que ça va beaucoup intéresser. J'imagine ça va beaucoup intéresser parce que en fait, ce sont des valeurs qu'on va retrouver plus tard donc, dans le monde du travail. Et il faut dire que nous sommes dans un temps où il faut réfléchir vite, prendre des décisions vite. Et donc, ce sont des stratégies qui vont beaucoup aider dans la prise de décision aussi. Exactement. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Salim Gamoura, d'avoir été parmi nous ce matin. Je vous remercie. Donc, je rappelle, vous êtes champion du monde donc, du Mind Map, voilà, donc la carte mentale. Merci beaucoup, on vous souhaite un très beau succès, à très bientôt, Inch'Allah. Et on continue, et cette fois-ci, ça va être un portrait que nous vous proposons donc d'une dame battante, elle est dans le domaine de l'agronomie, Sissi Hamknouch qui l'a rencontrée, on se retrouve juste après. Agronome de formation et retraitée de l'enseignement, Amina profite des floralies pour acheter des fleurs afin de décorer son jardin. Avant de rentrer chez elle, elle passe devant le lycée où durant plus de 30 ans, elle a enseigné les sciences naturelles. Je suis Amina Alim Saoud, prof de sciences. D'ailleurs, ça se voit, je sers ma matière, je sers la science. Et puis mes élèves aimaient beaucoup cette matière. Aimaient beaucoup, parce que aimer la science, c'est aimer la vie. Je leur ai appris à aimer la vie et puis surtout aimer quelle vie? La vie dans notre pays. Donc c'est aimer notre pays. Une fois en retraite, Amina a aménagé un joli endroit dans la cour de sa maison. Elle a créé un beau jardin. Une grande amoureuse du beau et de la vie, elle se focalise toujours sur le côté positif, le beau, le courage et l'ambition, notamment celle de la femme. Toute femme, quand elle aménage sa maison, vous allez trouver les trois couleurs, le vert, le rouge et le blanc, qui représentent les couleurs du drapeau, donc qui représentent notre pays. Et puis, il faut apprendre aux jeunes que la femme est capable. La femme est capable et très forte. Elle a beaucoup de caractère et elle est prête à faire beaucoup de choses. Une des plus grandes qualités à laquelle elle croit, c'est le partage et la générosité. Voter, c'est pour donner quelque chose. Voter, c'est-à-dire acquérir quelque chose. Je crois à une nouvelle Algérie, je crois à l'avenir. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, voilà mon petit espace, il n'était pas comme ça du tout. Mais j'ai essayé de faire des efforts. J'ai essayé de faire des efforts. Il y a même mes nièces, elle a 8 ans. Et elle a fait avec moi le jardin, on faisait le désherbage tous les jours. Voilà, donc l'Algérie, c'est comme mon jardin. Nombreuses qui, comme Amina, croient au changement, croient en un nouveau départ, en une nouvelle Algérie, une Algérie avec un jardin très bien cultivé.
Et voilà, de retour sur le plateau. On vous le disait ce matin, Tipaza a vu naître son premier incubateur. Nous en parlons en compagnie de Firas Ben Mokaddam. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vous êtes business développeur. C'est ça. Et parmi nous également Abdel Fattah Bouamra. Bonjour. Bonjour. Marhaba. Et vous êtes le chargé de communication et vous êtes aussi designer. Oui. Voilà. Alors comme on disait, la wilaya de Tipaza donc a vu naître son premier incubateur. Alors d'où vient déjà l'intérêt et le besoin surtout d'avoir un incubateur dans la wilaya de Tipaza? Comme vous le savez, récemment, il y a eu une promotion du mouvement des startups, si on peut appeler ça comme ça. Il y a eu beaucoup comment dirais-je, un environnement qui a vu la naissance de beaucoup de startups ces derniers temps. Derrière le ministère des startups et de l'économie de la connaissance a légalisé cette, comment dirais-je, réglementé cette activité en promulguant des lois, en offrant un panel de services auprès des start-upers. Ces start-up, bien sûr, d'où vient le mot start-up? C'est nouveau, c'est une création. La start-up a beaucoup besoin d'assistance en matière de management, en matière de financement, en matière d'assistance en communication et ça. Donc, le marché a vu la naissance d'un nouveau besoin. Notre incubateur Blue Green Business existait déjà depuis 2016. Accompagner et incuber, si on peut dire ça comme ça, incuber les PME, les PMI, les TPE, les TPE. Après la promulgation de ces lois par rapport aux startups, on a postulé pour avoir le label incubateur auprès du ministère des startups. On était les premiers à avoir le label incubateur au niveau de la wilaya de Tipaza. Par la suite, c'était une évidence d'accompagner ces startups dans leur activité, dans leur, comment dirais-je, leur croissance en matière d'assistance, que ce soit juridique ou financière ou en matière de management. Voilà. Alors, Abdel Fattah, là, donc, Firas vient nous expliquer un petit peu le besoin d'avoir donc cet incubateur au niveau de Tipaza, de l'accompagnement, surtout de l'assistance. Alors, justement, l'accompagnement, l'assistance, comment se fait au niveau de votre incubateur? Très bien. Donc, l'incubation dans l'incubateur Blue Green Business, on a un programme d'incubation qui se résume en 3 étapes. La pré-incubation et l'incubation après l'accélération. La première étape, la pré-incubation, là où l'incubé, le start-upper, aura des formations avec des attestations, des formations dans de multiples domaines qu'il aura besoin. Et aussi, il y aura la partie d'étude de son projet. Le projet de sa start-up, étude de faisabilité, l'élaboration de son business plan, etc. Et là où le start-upper il va faire une vraie veille d'information pour reconnaître bien son marché ou bien ses concurrents et la manière dont il va procéder pour réaliser son projet. Et après cette étape, là, on va décider est-ce que le projet va vraiment avoir de bons résultats, il va avoir son taux de croissance estimé. Donc on va passer à l'incubation. Et l'incubation, là, on va procéder avec l'incubé selon ses besoins, selon ce qu'il possède déjà auparavant, en nature ou bien en capital. Donc on va l'accompagner, on va fournir tout ce qu'on peut fournir, donc que ce soit domiciliation, ou bien des consultations juridiques, des consultations de marketing, un accompagnement dans le marché, une intégration dans le réseau le réseau de business pour avoir des marchés, pour avoir des collaborateurs, des bailleurs de fonds, pourquoi pas, ou bien des investisseurs. Et après quand la start-up atteint un certain niveau de maturité, là on va passer à l'accélération. Et c'est là que la start-up va avoir des extensions dans d'autres régions, dans d'autres zones, ou bien un capital en plus. Voilà, alors avant d'arriver donc à l'extension, donc là vous êtes dans la wilaya de Tipaza justement pour les startups on va dire, ou pour les entreprises, pour les entrepreneurs qui veulent être incubés à votre niveau. Oui. Donc ça va être que la wilaya de Tipaza ou c'est ouvert quand même aux régions limitrophes? On est ouvert à toutes les régions algériennes. Bien sûr,
on est basé au niveau de la wilaya de Tipaza. On a comment dirais-je, une orientation beaucoup plus régionale que nationale, mais bien sûr, on ne refuse pas des startups ou des porteurs de projets ou porteurs d'idées qui peuvent venir d'autres régions du territoire national. Alors, il faut dire aussi que ces dernières années, il y a eu plusieurs incubateurs quand même qui ont ouvert leurs portes aux startups, particulièrement à Alger. On a eu quand même au sud aussi des incubateurs. Alors, est-ce qu'il y a un projet, par exemple, de collaboration entre tous les incubateurs qui existent justement pour peut-être améliorer encore plus le programme d'accompagnement et d'assistance? Comme vous le savez, c'est un nouveau, comment dire, un nouveau créneau. Les choses se mettent en place petit à petit. On n'est pas arrivé au point de s'organiser entre incubateurs. On n'est pas encore dans le stade de se reconnaître déjà. C'est à travers des événements, à travers des séances de travail qui regroupent tous les acteurs qui actifs dans le domaine de l'incubation, qui vont arriver à mettre en place ce genre d'initiatives. Bien sûr, c'est des initiatives qui ne peuvent que améliorer la qualité de service, d'échange d'expérience aussi. Surtout. Bon, sachant que tous les comment dirais-je, les propriétaires ou les responsables des incubateurs, généralement, la moyenne d'âge ne dépasse pas la quarantaine. Donc, il y a cet esprit d'échange, il y a cet esprit d'ouverture, de partage. Donc, ça va venir estimant dans une année ou 2 ans où tous les acteurs vont se reconnaître. Il y aura un besoin déjà d'aller vers l'autre, de collaborer voilà, avec les autres confrères, si on peut les appeler comme ça. Voilà, très bien. Mais il faut dire aussi que très prochainement, le 19 juin, donc, vous allez organiser un événement. Il s'agit donc de Tipaza Startup Days. Alors, parlez-nous un petit peu de cet événement. Donc, c'est Tipaza Startup Day. Justement, nous sommes en train de découvrir l'affiche de votre événement. Oui, voilà. Donc, c'est Tipaza Startup Day. C'est une seule journée de 9h à 14h, organisée par Blue Ocean Business au niveau de la maison de la culture Ahmed Arwa à Qléa, le 19 juin, Inch'Allah. Donc, cette journée va contenir un programme, disons, riche pour les étudiants, les porteurs de projets, les start-upers, les porteurs d'idées innovantes. Donc, justement, c'est sous le haut parrainage de Monsieur le ministre, délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie de la connaissance et des start-up. Donc, il y aura un salon pour les startups qui existent à la wilaya de Tipaza, pour des clubs scientifiques, les collaborateurs, etc. Donc, et puis, il y aura des panels, justement des panels qui vont aider à fournir de l'information pour les étudiants. Parce que les étudiants, bon, il y a de l'ambition, il y a de la volonté pour créer des projets, pour aider à améliorer l'écosystème. Mais bon, comment dirais-je, la motivation et la sensibilisation est essentielle. Mais il faut aussi fournir de l'information, de la bonne information au bon moment. Donc les panels, ça sera ça le concept. Donc le premier panel va parler de l'écosystème des startups, les enjeux et les perspectives. Il y aura un représentant de ministère, il y aura une école supérieure. Et il y aura l'invité d'honneur aussi, M. Morad Preur. Donc après le deuxième panel, c'est là qu'on va discuter les mécanismes de financement des startups. Donc il y aura un fonds d'investissement, une grande banque, la CPA, la Bourse d'Alger. Voilà, donc c'est ça. Et bon, après les deux panels, on va comment dirais-je, il y aura pour parler de l'incubation, voilà. Parler de l'importance de l'incubation pour améliorer, pour développer les startups. Et par la suite, il y aura des success stories, des motivations, des choses qu'on va laisser des surprises le jour J. Voilà, alors on reste quand même avec toutes ces belles initiatives, donc des incubateurs et des startups aussi. Alors on rappelle on rappelle l'actualité, hier, aujourd'hui et demain, les bureaux de vote sont ouverts
pour accueillir donc les Algériens qui se trouvent à l'étranger. Donc la population algérienne est invitée donc à se rapprocher des bureaux de vote donc pour élire les prochains députés. Et dans ce sens, donc nous avons avec nous Madame Rezela Chérifi, elle qui est présidente de l'association Amitié belgo-algérienne. Alors elle est à Bruxelles, elle va nous parler donc de l'importance de ces élections législatives, mais surtout autant qu'Algérienne établie à l'étranger, à Bruxelles particulièrement, quelles sont les attentes de la diaspora algérienne établie en Belgique, donc quelles sont leurs attentes par rapport à ces élections, par rapport aux prochains donc élus. Et là donc elle nous en parle par Skype. Je vous laisse voir son intervention et on se retrouve juste après. Zala Chérifi, je suis belgo-algérienne, donc j'habite à Bruxelles. Je suis chargée de projet dans un ministère, présidente et fondatrice d'une association belgo-algérienne qui s'appelle les Amitiés belgo-algériennes, sous l'acronyme de l'ABA. Née à Oran, mais dans le cadre d'un regroupement familial. Je suis venue à l'âge de 8-9 mois en Belgique. Nous espérons, en tout cas, notre volonté ici est toujours cette attache à cette Algérie qui est notre Algérie de cœur. Et donc, nous organisons pas mal d'activités qui fait toujours la promotion et qui se veut faire la promotion du patrimoine historique, culturel et artistique de l'Algérie à travers différents faits d'histoire, célébrations historiques, devoirs de mémoire et aussi la promotion d'artistes. Et nous espérons évidemment pour cette Algérie nouvelle, pour bientôt qu'on puisse enfin retrouver une Algérie stable avec la possibilité pour chacun de vivre en harmonie, de vivre ensemble. Et franchement, en toute sincérité, j'espère que l'après 12 juin sera vraiment le bonheur pour chacun et chacun d'entre nous. Et voilà, c'était donc un entretien par Skype avec Rezela Chérifi, elle qui est présidente de l'association Amitié belgo-algérienne, elle qui nous a parlé un petit peu des attentes de la communauté algérienne établie en Belgique, donc de ces élections donc, qui se tiennent depuis hier déjà à l'étranger, aujourd'hui et demain. On rappelle que les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h jusqu'à demain, Inch'Allah. Et on revient donc à nos invités, à savoir Firas Ben Moqaddem et Abdel Fattah Bouamara. Nous étions en train donc de parler de ce premier incubateur de la wilaya de Tipaza, de l'événement que vous êtes en train de préparer pour le 19 juin prochain. Alors justement, donc là, on a parlé un petit peu du programme, mais finalement, quels sont les objectifs? Pourquoi avoir organisé un tel événement? Un tel événement, on l'a organisé pour essayer de promouvoir d'abord l'esprit d'entreprendre, de monter des startups. La cible, comme on le sait, elle est identifiée. C'est les jeunes étudiants, les étudiants en général, les jeunes porteurs de projets, qu'ils soient étudiants universitaires ou les porteurs de projets carrément chef l'université, auprès des centres de formation, ou là carrément, et qu'on a une idée, un de faire assaut. C'est ça, c'est de promouvoir d'abord la culture de start-up. Parce que c'est tout neuf, le pays Tana. La start-up, elle existe ailleurs dans le monde. L'esprit Taha, il existe. En Algérie, c'est en train de pénétrer le marché. Il faut l'admettre, il faut le reconnaître et remercier le ministère pour tous les efforts qu'il a consentis pour essayer de réglementer et de promouvoir cette culture de start-up. Dieu merci, on a maintenant un statut réglementaire qui réglemente cette activité à travers des textes de loi. Il y a tout un process, il y a des fonds d'investissement qui ont été créés
spécialement pour ça, notamment l'ASF, l'Algerian Startup Fund, qui découle du ministère de l'économie de la connaissance et des startups. Donc l'objectif de cet événement, tout d'abord, c'est de promouvoir et de démocratiser, vulgariser l'esprit des startups. C'est quoi la startup? C'est quoi son domaine d'activité? Quelles sont la législation qui est en vigueur et tout ça. Le deuxième objectif, c'est de mettre en relation tous les acteurs de ce marché. Ça veut dire que ce soit les incubateurs avec les startups avec les bailleurs de fonds, qu'ils soient banques ou fonds d'investissement ou bien la bourse carrément. Troisième objectif, c'est de motiver. Parce que les jeunes ont besoin, comme l'a dit mon ami Abdel Fattah, ils n'ont pas besoin que d'informations, ils ont besoin aussi de motivation. Et la motivation, elle est diffusée à travers d'autres jeunes qui ont déjà réussi dans le domaine des startups. Pourquoi on a voulu que ce soit des jeunes? Pour que les étudiants se reconnaissent dans ces jeunes. Par exemple, si on ramène un start-upper qui a plus de 40 ans, là, le jeune ne s'identifiait pas fait. Donc, c'est pour cette raison qu'on aura parmi nous, il y aura beaucoup de surprises. Dans le success story, il y aura même les communautés, parce que les start-up commencent à s'organiser en communauté, par type de comment dire, secteur d'activité. Dans les startups, il y a plusieurs, dans le tech, dans la fintech, dans l'agroalimentaire. Donc tout ça, on veut que cet événement englobe et réunit tous les acteurs, pas tous, mais la majorité des acteurs des startups dans une même journée. Très bien. Alors justement, dans ce sens, Abdel Fattah, donc votre cible première, c'est les étudiants et les jeunes. Alors on a vu d'ailleurs durant le confinement, il faut le dire que durant le confinement, les jeunes nous ont impressionnés avec des inventions, donc pour contrecarrer un petit peu la pandémie. Donc on sait très bien qu'on peut faire confiance à la jeunesse avec toutes les idées qu'ils ont, avec toute la bonne volonté qu'ils ont. Et ils ont fait vraiment de très 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 belles choses impressionnantes avec les moyens du bord, il faut le dire. Et justement, c'est votre cible première durant cet événement. Alors, ces jeunes-là, ces étudiants-là, comment ils peuvent justement participer à cet événement? Comment ils peuvent s'inscrire? Comment ils peuvent participer à cet événement? D'accord. Donc, on a annoncé l'événement sur nos réseaux sociaux, sur Facebook. Il y a un lien d'inscription, sur l'événement même. C'est Tipaza Startup Day. Donc, ils peuvent s'inscrire facilement et on va les contacter par la suite pour confirmer leur inscription. Donc, non seulement l'inscription pour la participation aux événements, mais aussi pour communiquer leur idée de projet. On a annoncé un programme, un Astater. Donc, là où il y a un formulaire là où les jeunes peuvent décrire brièvement leur projet et pour avoir une séance de travail bien détaillée pour entamer l'incubation. Et c'est quelles sont vos attentes un petit peu de cet événement? Donc, comme vous savez, actuellement, c'est un travail de fond qu'on est en train de faire. Donc, nous attendons bien sûr que l'environnement entrepreneurial sur la wilaya Tipaza va s'enrichir après ce qu'on fait, après ce qu'on essaie de faire. Donc, il y aura des startups, parce que forcément, il y a de belles idées, il y a de beaux projets chez les étudiants. Donc, on va être un peu le guide pour qu'ils puissent les réaliser et enrichir notre wilaya. Très bien. Alors, des projets au sein de l'incubateur? Oui, il y a... Après l'événement, bien sûr. D'abord, il y a des projets qui sont déjà en cours. Inch'Allah, on va les présenter pendant l'événement, voilà, la journée. Et, parmi les attentes de cet événement, c'est sûr, on va essayer de capter des jeunes porteurs de projets ou là, des étudiants qui ont des projets. À travers l'événement, ils vont s'apercevoir qu'ils peuvent y aller. Voilà, c'est le projet qu'on a dénommé l'An Astater. C'est pourquoi il y a l'An. Dès maintenant, je peux. Je peux. Voilà. Lorsqu'il va s'apercevoir que les bailleurs de fonds sont là, lorsque les incubateurs sont là, lorsqu'il y a un environnement propice pour la création des startups. Il a une idée de projet, et ça tourne dans la tête, il l'a mis sur papier, mais comment la réaliser, comment la mettre en œuvre, c'est ça
le rôle des incubateurs, c'est ça le rôle du ministère, c'est d'accompagner, de faciliter la création des startups. Je voulais signaler aussi que cet événement est parrainé, comme l'a dit mon confrère, par le ministère de la connaissance, de l'industrie de la connaissance et des startups, et sponsorisé par une banque, si on peut, c'est une banque publique, la CPA. Pourquoi on a voulu la citer, c'est par rapport à son appui, qu'on doit la remercier. C'est pas facile d'accompagner dès le début, d'y croire dès le début. Ils ont cru en nous, ils ont cru dans ce marché des startups, de l'incubation. On les remercie infiniment. De toute façon, les jeunes ont fait leurs preuves. Hein. Il faut dire que, particulièrement durant la pandémie, donc il y a eu des inventions vraiment très impressionnantes. Et le mouvement de solidarité a été aussi très marquant durant cette période. Donc, effectivement, faire confiance aux jeunes. Donc, c'est la moindre des choses, on va le dire. La moindre des choses. En même temps, si vous permettez, on aura parmi nous, en exclusivité, on va le dire, on aura parmi nous, Inch'Allah, le premier panel, un ami, Morad Bouache, qui est installé à la Silicon Valley. Il est au sein du groupe Yahoo, directeur qualité de management. Il va motiver les jeunes par rapport à tout le potentiel qui existe dans notre pays pour développer beaucoup de choses. Parce que si on prend les marchés internationaux, c'est des marchés, on ne va pas dire saturés, mais plus ou moins, ils ont répondu aux besoins. Mais le marché algérien, c'est un marché vierge et vaste. Toutes les idées sont bonnes pour être réalisées. Il suffit juste d'être bien encadré. Voilà. Et comme vous l'avez dit, les jeunes l'ont démontré pendant l'année du Covid. Plusieurs idées de projets, plusieurs projets ont vu le jour. Ils sont en train de grandir rapidement parce que c'est un des critères des startups. C'est un taux de croissance qui est très élevé. C'est ça. Voilà, très bien. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite une très belle continuation. Et on rappelle votre événement le 19 juin. Donc ça va se passer au niveau de votre incubateur, n'est-ce pas? Non. Au niveau de la salle, la maison de la culture de Qoléa, Ahmed Aroua, il y a tous les détails sur notre page Tipaza Startup Day. Très bien, donc ça va être les journées, donc Tipaza Startup Day, et ça va se dérouler le 19 juin, donc il suffit juste de vous contacter via les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Firas Ben Mokaddem, vous êtes business développeur, et Abdel Fattah Bouhamara, donc vous êtes chargé de communication et vous êtes aussi designer. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et voilà, et on continue notre émission. Cette fois-ci, c'est du côté de Nanterre que nous allons partir en compagnie de Afaf Belrouchet, elle qui a rencontré donc les premiers électeurs, les premiers Algériens donc qui sont établis à Nanterre, qui sont partis donc pour accomplir leur devoir de vote. Elle les a rencontrés pour nous dans ce reportage et on se retrouve juste après. Située dans l'une des plus symboliques villes dans l'histoire de l'immigration post-indépendance. Nanterre est si bidonville dès qu'elles sont sorties les Algériens un certain 17 octobre 61. Beaucoup parmi les électeurs croisés ici estiment perpétuer l'engagement de leurs aïeux en participant au scrutin. Pour nous, ça nous tient à cœur parce qu'on a nos parents, nos grands-parents qui ont fait la guerre et on souhaite que tout se rétablisse dans notre pays. Bien sûr, voter parce que l'Algérie est mieux que ça. Voilà. وكنا pour les jeunes حنا كثير وين les jeunes ونتمنوا لهم ان شاء الله الطريق العافيه على كل حال ومستقبل سعيد وخلاص هذا ما كان. Je vis ici, d'accord, mais je pense à mon pays. Je pense que l'Algérie avance, démocratiquement parlant. Et voilà, et que le meilleur gagne. Je viens voter pour Agda pour que l'Algérie avance. Et j'espère que la nouvelle Algérie, ça va nous apporter quelque chose de bien. On espère tous que ça nous fait mal au cœur de voir qu'on ne peut pas y aller en Algérie. Mais j'espère, Inch'Allah, que ça va s'arranger. On sera tous réunis auprès de notre famille, nos cousins, nos cousines, etc. Quant à l'opération de vote, elle est encadrée par un personnel issu de la société civile. Comme Ahmed, juge prud'homal dans la vie, il a reçu l'ensemble des documents réglementaires proposés par l'ANI à l'occasion de ce scrutin. Parmi les règles que l'ANI a insisté, premièrement, c'est la neutralité, la transparence, la démocratie et le respect des ressortissants. Et que pense-t-il de cette première journée de scrutin? En ce qui concerne le déroulement des opérations de vote,
Et je pense que la circonscription consulaire de Nanterre a mis tous les moyens humains et matériels à la disposition des ressortissants algériens et que les élections se passent dans de bonnes conditions. Au centre de vote de Nanterre, près de 51 700 électeurs potentiels sont attendus dans les 6 bureaux de vote prévus à cet effet, dont 2 délocalisés. Et pour les membres de l'Assemblée populaire nationale le 12 juin 2021. L'électeur doit se rendre au bureau de vote où il est enregistré. Pour vérifier l'identité de l'électeur, la carte d'identité nationale ou le passeport doit être présenté, joint à la carte d'électeur, sans toucher à ce document, par les membres du bureau de vote. Après s'être assuré que le nom figure sur la liste des signatures, l'électeur prend tous les bulletins de vote et l'enveloppe. L'électeur se rend à l'isoloir de vote muni de son stylo à utiliser dans le processus de vote. Il choisit le bulletin de vote pour lequel il a fait son choix et se séparer des autres bulletins. L'électeur doit s'assurer que son bulletin de vote soit en bon état, qu'il ne soit pas taché d'encre, qu'il soit clair et non déchiré. L'électeur doit mettre un X dans les 4 possibilités. Première possibilité, mettre un X dans la case correspondant au nom du candidat choisi. Deuxième possibilité, mettre un X dans la case de 2 ou plusieurs candidats choisis. Troisième possibilité, mettre un X dans toutes les cases des candidats choisis. Quatrième possibilité, dans le cas où aucun candidat n'a été sélectionné, le vote sera pour toute la liste en question. L'électeur a accordé son vote à tous les candidats de manière égale. De cette façon, l'électeur aura accordé son vote à tous les candidats de manière égale. L'électeur plie le bulletin de vote, puis le met dans l'enveloppe et se rend dans l'urne où il vote. En plaçant l'enveloppe à l'intérieur de l'urne, l'électeur doit bien mettre son index gauche dans l'encre et l'empreinte digitale obligatoire sur la feuille de signature. Les mots élus ainsi que datés sont placés sur la carte d'électeur sans y toucher. Si tu veux le changement, absent. Et voilà, donc de retour sur le plateau, on rappelle que 357 bureaux de vote sont ouverts donc pour accueillir les électeurs, donc les Algériens, la communauté algérienne établie à l'étranger. Donc là, nous étions en train de voir un spot explicatif donc de comment faire l'élection. Et juste avant, donc nous avons eu un reportage qui est signé donc Afaf Belhouched, elle qui nous a transmis les premières images donc de la communauté algérienne qui a voté au niveau de Nanterre. Voilà, et donc on rappelle que les bureaux de vote seront ouverts aujourd'hui jusqu'à 19h, demain aussi de 8h à 19h, un peu partout donc où se trouve la communauté algérienne à l'étranger. Et voilà, donc on continue notre programme. Le 7 juin, nous avons célébré la journée donc du livre et le 8, donc le lendemain, nous avons aussi célébré la journée de l'artiste. Nous allons en parler donc ce matin avec le chargé de communication à l'ONDA, donc l'Office national des droits d'auteur, à savoir Saïd Zentar. Bonjour. Marhaba bik. Alors, 2 dates très importantes qui se suivent, donc le 7 juin et le 8 juin, donc le livre et les droits d'auteur surtout, et aussi la journée de l'artiste. Alors, on va commencer peut-être par le livre et les droits d'auteur. Oui, bien sûr, le livre figure en tête des droits protégés par le droit d'auteur en Algérie. Donc, ce qu'on appelle les œuvres littéraires écrites. Donc, le législateur algérien, par le biais de l'ordonnance 03-05, accorde une très grande importance à ces œuvres-là. Donc, les auteurs de livres, ce qu'on appelle les auteurs de livres en édition, bénéficient de la protection et bénéficient aussi des droits, ce qu'on appelle les droits moraux et droits patrimoniaux en matière de droits d'auteur. Allez-y. Donc, ces auteurs-là, si on voulait parler des droits moraux, sont consacrés par cette ordonnance. Donc, ils ont le droit de divulgation, la paternité, ils sont protégés contre la déformation ou ce qu'on appelle l'intégrité de l'œuvre, et aussi bénéficient des droits patrimoniaux. Souvent, on ne parle pas, mais il faut savoir qu'à l'Office national des droits d'auteur, il y a 2 systèmes de gestion. Ce qu'on appelle la gestion collective, ce sont des œuvres qui sont gérées sous le régime de la gestion collective, et on a la simple protection.
Souvent, on nous reproche qu'on prend beaucoup plus en charge les œuvres sous le régime de gestion collective, telles que les œuvres musicales et tout. Par contre, on ignore que même les auteurs de livres en édition, qui sont sous le régime, ce qu'on appelle la simple protection, bénéficient des droits patrimoniaux. À la différence des œuvres qui sont gérées sous le régime de la gestion collective, les droits patrimoniaux sont garantis par la loi, mais elles sont gérées directement par les titulaires de droits. Donc, pour expliquer ça en plus simple, pourquoi ces deux régimes et comment l'ANDA intervient. Donc, on va donner des exemples simples. Et c'est une question, je pense, que beaucoup plus de bon sens et de logique. Une œuvre, si on prenait une œuvre musicale, pourquoi l'ANDA gère les droits patrimoniaux de ces œuvres-là? Parce que ce sont des œuvres qui voyagent. Prenons l'exemple, si vous avez une œuvre musicale, cette œuvre-là peut être diffusée au même moment et dans plusieurs endroits, que ce soit sur notre chaîne, sur Canal Algérie ou ailleurs dans le monde. Donc, surtout avec le développement des technologies. Alors on va continuer à en parler dans un petit moment, mais là donc on va aller du côté de Marseille puisque comme vous le savez, la communauté algérienne est invitée donc à se rapprocher donc des bureaux de vote. Ça a commencé hier, aujourd'hui et jusqu'à demain. Et là on va aller du côté de Marseille puisque nous venons de recevoir les premières images donc du deuxième jour du vote. Donc là nous sommes en train de voir un petit peu la communauté algérienne qui attend, donc les électeurs qui attendent leur tour donc pour donner leur voix, donc pour voter les prochains élus. Voilà, c'était donc des images qui nous ont été envoyées à partir de Marseille, donc du deuxième jour de ces élections législatives. Là, nous allons aller donc du côté de Toulouse, là où encore la communauté algérienne s'est rapprochée des bureaux de vote. Donc là, ce sont donc des images de Toulouse, là où on voit la communauté donc aller voter les prochains élus. C'est bon. Ah. Eh ben c'est bien. Monsieur, c'est la télé. Vous avez, on va expliquer, vous avez le stylo à l'intérieur. Le stylo pour mettre la croix sur une seule fiche, ou les croix. Et voilà, c'était donc des images de Toulouse du deuxième jour, donc des élections, de ces élections législatives. Là, on a vu la communauté algérienne établie à Toulouse se rapprocher encore une fois des bureaux de vote. À présent, je vous invite à voir quelques déclarations donc d'Algériens établis cette fois-ci à Strasbourg. Donc eux qui ont choisi d'aller accomplir donc leur devoir de vote. Je vous laisse voir ces déclarations. On se retrouve juste après. Et en tant qu'Algérien, c'est mon devoir de voter pour l'avenir de mon pays. Même si je ne vis pas là-bas. Donc il faut penser pour la construction de mon pays, quoi. Même si ce n'est pas pour moi, mais ça sera pour mes enfants, les enfants de mes enfants, l'avenir de notre pays, quoi. Voilà, pour moi, c'est important. Même si j'ai vécu plus de 50 ans ici. C'est très important, c'est même capital pour le pays. Parce qu'il faut une stabilité, il faut un parlement. C'est vachement important. Et c'est une nécessité absolue. Un pays ne peut pas fonctionner sans Parlement. Bonjour, pourquoi c'est important de voter pour moi aujourd'hui? Premièrement, je suis double nationalité, c'est un droit, j'ai appris ça depuis mon enfance. Et aujourd'hui, je trouve pour que l'Algérie soit meilleure demain, c'est important que tout le monde vienne voter, tout simplement. Je suis voté pour c'est mon devoir, il faut pour mon pays, il faut mettre des hommes pour faire des choses pour mon pays. Et je donne justement mon avis sur le déroulement et éventuellement du changement du pays. J'espère que ça va s'améliorer. J'y compte énormément. Actuellement, je suis donc les discours de différents protagonistes, y compris du président Tebboune.
Ce qu'il disait, bon, les promesses qu'il a faites m'ont plu. Maintenant, j'attends la résiliation, quoi. J'attends que ça aboutisse à du concret. C'était donc des témoignages de certains membres de la communauté algérienne au niveau de Strasbourg, eux qui ont partagé avec nous donc leurs attentes des prochains élus. À présent, ce sera du côté de Roubaix que nous allons vous inviter à voir donc ces images des électeurs, encore une fois, de la communauté algérienne qui se trouve à Roubaix, qui a choisi encore une fois d'accomplir son devoir de vote. Donc ça va être des images que nous allons vous inviter à voir et quelques déclarations justement de certains électeurs. Moi c'est bon, j'ai déjà montré. Je voulais le Oui, je suis un immigré, je suis ressortissant algérien, j'habite ici, je suis né en France, j'ai toujours résidé dans le Nord. J'ai un message à faire passer, j'invite toute la communauté algérienne à venir voter, à participer aux élections. Tout a l'air de fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Moi, j'ai toujours participé aux élections. Les dernières élections, les élections présidentielles, il y avait eu du grabuge, il y avait eu des choses devant les bureaux de vote. Donc, ce qui fait que moi, personnellement, je suis venu voter. Mais après, j'ai pas ramené ma famille. Donc voilà, comme il y avait des cris, tout ça. Là maintenant, je dis que ça se passe très très bien. Donc j'invite les Algériens résidant en France de venir voter. Ils peuvent ramener leur famille. Voilà, c'était donc au niveau de Roubaix que nous avons eu donc ces images. Cette fois-ci, nous allons aller du côté des États-Unis, Washington particulièrement, là où on voit encore une fois la communauté algérienne à Washington accomplir leur devoir d'élection et quelques déclarations donc de la communauté algérienne à Washington. Donc là, ce sont des images que nous sommes en train de voir à partir de Washington, là où on voit donc la communauté algérienne se rapprocher des bureaux de vote. معكم محمد منير بالفيرود منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للمنطقة الرابعة ومركزها واشنطن دي سي في الولايات المتحدة الأمريكية. في إطار إجراء عملية انتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021 وخاصة لمراكز واشنطن ونيويورك، وبعد التأكد من اتباع بروتوكول الوقاية من كوفيد 19 تم فتح مكاتب يوم 10 جوان على الساعة 8 صباحا، وهذا بحضور كل أعضاء المكاتب وكذا اللجان الانتخابية. فيما يخص عدد المسجلين الناخبين المسجلين، عندنا 1518 مسجل في مركز واشنطن، وعندنا 8272 ناخبين مسجلين لمركز نيويورك، وهذا عندنا 8 مكاتب في كل أمريكا، عندنا منهم 1 متنقل. تقريبا بعض التساؤلات من الناخبين أو من المسجلين الناخبين اللي طرحوا لنا سؤال كيفية التصويت. فبمساعدة أعضاء المكاتب تمت أعطائهم كل التوضيحات وشرحنا لهم كيفاش يتم العملية. Voilà, c'était donc des images qui nous ont été envoyées à partir de Washington. Là, on a vu la communauté algérienne à Washington donc, se rapprocher des bureaux de vote. On rappelle que 357 bureaux de vote sont ouverts pour accueillir les 92 370 électeurs qui sont attendus à l'étranger. On rappelle aussi que les bureaux de vote ont ouvert leurs portes hier à partir de 8 h. Ça va continuer aujourd'hui de 8 h à 19 h et demain
encore, Inch'Allah, de 8h à 19h. Voilà, et on continue donc le programme. Nous étions en compagnie de Saïd Zental qui est toujours parmi nous et nous étions justement en train de parler de la journée du livre, de l'artiste, des droits d'auteur aussi. Donc on s'était arrêté sur le fait que... les droits patrimoniaux, voilà, les droits patrimoniaux que confère la loi algérienne aux auteurs de livres en édition. Donc pour les droits patrimoniaux, c'est ce droit exclusif qu'offre la loi aux titulaires de droit d'exploiter, sous quelle forme qu'elle soit, de son œuvre en contrepartie d'une rémunération. Donc les droits patrimoniaux pour les auteurs de livres sont gérés directement par les auteurs et non pas par l'Office national des droits d'auteur. D'où la différence entre la gestion collective et la simple protection. Parce que dans la simple protection, dans le domaine du livre, en général, lorsque vous êtes auteur d'un livre, vous pouvez gérer directement vos droits. C'est un seul contrat avec un éditeur. Par contre, l'œuvre musicale, comme on l'a déjà dit, voyage et peut être diffusée partout dans le monde. D'autant plus les technologies aujourd'hui permettent encore oui, bien sûr. Donc, plus grande diffusion. D'où la nécessité d'avoir ces organismes de gestion collective à travers le monde pour gérer, parce que quelqu'un qui est auteur d'une œuvre musicale aurait besoin d'une armée pour identifier et recenser là où son œuvre a été exploitée, que ce soit par un diffuseur ou une boîte de communication, tout simplement par un exploitant. D'où la nécessité de ce système de gestion, ce qu'on appelle la gestion collective. Pour le livre, c'est plus simple. C'est en général une heure, un contrat. Et là, l'auteur peut exercer ce droit en contrepartie, comme on l'a dit, d'une rémunération. Il y a aussi pour le livre, il y a une décision très importante qui a été prise dernièrement par Madame la ministre de la Culture et des Arts. Vous savez que l'ONDA perçoit ce qu'on appelle une redevance sur la reprographie. Donc c'est sur les appareils de photocopie et tout qui portent préjudice à l'industrie de l'édition. Donc ces fonds-là étaient principalement destinés à la promotion du livre, à l'aide des auteurs à l'écriture. Et donc la ministre de la Culture et des Arts, Dr Malika Bendouda, a pris la décision de consacrer 10% de ses revenus pour la prise en charge sociale et médicale des auteurs de livres en édition. Donc c'est très important comme décision. Parce qu'on a, vous savez, à l'ONDA, on a un fonds social, mais ce fonds social est destiné uniquement aux auteurs cotisants, donc, qui sont sous le régime de la gestion collective. Donc, durant surtout cette période de Covid, on a constaté que les auteurs de livres en édition n'étaient pas pris en charge du côté social et médical. Donc c'est une très bonne décision et au profit de ces auteurs. Alors effectivement, une très belle décision, et ça a été donc à l'occasion, on en parle à l'occasion de la journée du livre et des droits d'auteur, donc c'était le 7 juin. Le 8 juin, c'est aussi la célébration de la journée de l'artiste. Alors on va en parler dans un petit moment, mais avant cela, il faut dire que les artistes, les auteurs aussi sont honorés, donc un peu partout, à l'occasion donc de la célébration de ces deux journées. Et là justement, c'est Maya Amrani qui a donc choisi de rendre hommage à certaines grandes figures donc du cinéma, de la chanson algérienne. Je vous laisse voir donc cet hommage et on se retrouve juste après. La journée de l'artiste est célébrée le 8 juin de chaque année, commémorant l'assassinat de Halim Hachi, ce grand artiste de la chanson algérienne, assassiné un 8 juin 1958 par le colonialisme français. Chaque année, on organise une cérémonie à l'occasion de 8 juin, la journée nationale de l'artiste d'Halim Hachi, l'Arbi Rahmo, qui a été décrétée en 1997, je pense. كل عام نكرموا الفنانين. هذا العام كرمنا 17 artistes كرمناهم. كرمنا des comédiens, des peintres ou en même temps des chanteurs. La première fois, on a inclus des peintres et on a inclus les chanteurs. En hommage à ces artistes de talent, l'association artistique du cinéma organise une cérémonie avec remise de trophées. L'invité d'honneur
et Monsieur l'attaché culturel de la Palestine. أنا سعيد جدا بوجودي مع مجموعة كبيرة من الممثلين والفنانين الجزائريين العظام الذين لهم بصمة كبيرة في ما يسمى بفيلم المقاومة. وأنا منذ صغري كنت أشاهد أفلام جزائرية على ثورة التحرير المجيدة، ثورة نوفمبر، وكنت دائما أنتظر ذكرى نوفمبر لكي أشاهد الفيلم الجزائري لا باتاي دالجي وغيرها من الأفلام. Dans une ambiance festive, ces artistes, qui toutes disciplines confondues, se sont adonnés à la création, à la promotion de la culture algérienne et au développement. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être invité par l'association Lumière et son président Amimar, le fameux Amimar que tous les cinéastes connaissent. Cette association prestigieuse a été créée au lendemain de la dissolution des 3 entreprises cinématographiques, c'est-à-dire quand le cinéma algérien a été cassé. Donc l'association Lumière a pris le relais et c'est elle qui pense aux artistes, qui pense à nous rassembler, qui fait des œuvres de bienfaisance en direction des artistes, en direction même des nécessiteux, parce qu'elle a un éventail très large. J'ai participé à une chanson, plutôt il y a un album nommé Dar Amimar, du regretté Amr Zahid. Donc il y a 3 chansons, une chanson qui a été faite à l'Oranie par plein d'artistes connus, et une autre par les jeunes tels que les chanteurs de la nouvelle scène et les chanteurs variés comme Samir Toumi, Medhadet. Les rentrées de ces albums vont être c'est-à-dire on peut offertes à travers un trousseau pour enfants pour la rentrée scolaire. Tout comme Ali Maachi, nos artistes aujourd'hui méritent plus d'attention et de reconnaissance. Et voilà, c'était donc un hommage qui a été rendu aux artistes par l'association Lumière, donc une association qui a été créée par l'Ammar Askari, donc l'Arhmou Saleh qui nous a quittés, et c'est Maya Amrani donc qui était sur place. Alors Saïd Zentar, Landa était donc présente lors de cet événement. On profite de l'occasion pour remercier nos amis de l'association Lumière qui font un très grand travail. Qui honore à chaque fois les artistes, les acteurs, les réalisateurs, et surtout de leur vivant. On n'attend pas ce qu'ils surtout de leur vivant, effectivement. On les remercie beaucoup. Voilà, effectivement, c'est vrai que c'est une association qui fait beaucoup pour la promotion du cinéma, mais tout le staff, parce qu'on a tendance à connaître l'acteur, le réalisateur, mais il faut dire qu'il y a toute une équipe derrière. Effectivement, l'association travaille beaucoup pour la promotion de toute l'équipe cinématographique. Donc là, encore une fois, pour ce qui est des droits d'auteur, des droits du livre et des droits, plutôt le livre et les droits d'auteur, donc encore une fois, on rappelle que la législation, donc dans ce sens, il faut dire qu'elle a bien pris en charge ce dossier. Oui, bien sûr, mais aussi les défis d'aujourd'hui, c'est le numérique, l'environnement numérique. D'ailleurs, on a un groupe au niveau de l'ANDA qui travaille pour la mise en place d'un cadre juridique pour mieux protéger ces auteurs dans cette forme d'exploitation. Mais là, vous avez quand même utilisé un mot-clé, c'est un défi. Bien sûr, c'est un défi parce que là, c'est vraiment toutes les organisations mondiales, internationales qui doivent s'apprêter au jeu parce que maintenant, les technologies, c'est dans le monde. Ça va très vite. Ça va très vite. Maintenant, le numérique, ce n'est plus un choix. On est obligé d'aller vers le numérique. C'est une nécessité, une obligation. C'est une nécessité. Et notre intérêt, nous, à tous, c'est d'être à jour. C'est pour ça que je vous ai dit un groupe de travail au niveau de l'ANDA composé essentiellement d'experts en matière de droits d'auteur pour le réaménagement de la loi 0305. Tout notre intérêt aussi d'un point de vue des droits d'auteur, c'est l'élévation des revenus des auteurs pour qu'ils puissent vivre de leurs produits. Effectivement. Donc, et ça passe impérativement par
la mise en place d'un cadre juridique aussi associé. Des mécanismes aussi. Des mécanismes aussi, bien sûr. D'ailleurs, l'une des recommandations du dernier forum organisé par le ministère de la Culture et des Arts sur l'économie culturelle, c'est d'associer et de préparer une plateforme, si on veut dire, et créer un écosystème pour permettre aux auteurs et bien sûr aux auteurs et aux investisseurs de bénéficier pleinement de cette exploitation des œuvres dans l'environnement numérique. Donc, de notre côté, l'ONDA s'attelle à trouver ce cadre à étudier et proposer les lois et un cadre juridique adéquat et adapté à cette forme d'exploitation. Et aussi, il y a nos amis d'éthique, des finances qui doivent aussi produire les mêmes efforts pour, je vous ai dit, pour permettre aux auteurs de bénéficier de leurs produits, notamment, par exemple, la monétisation. Aujourd'hui, l'exploitation des œuvres se fait gratuitement, pratiquement en Algérie. On n'a pas encore des outils qui permettent de monétiser cette exploitation. Effectivement, et toujours donc dans l'ambiance de la célébration donc de la journée de l'artiste, cette fois-ci c'est l'association 3e millénaire qui se trouve donc au Théâtre National d'Alger, au TNA, qui a rendu hommage justement à Tahar Ben Ahmed à l'occasion toujours de la journée de l'artiste, et c'est Maya Amrani qui s'est intéressée à cet événement et on se retrouve juste après. Tahar Ben Ahmed, né à la Casbah, il a excellé dans la derbouka, son instrument favori. Auteur et compositeur, il a côtoyé Mustafa Sahnoun, qui jouait de l'accordéon et avec lequel il a partagé une immense passion pour la chanson arabe, surtout égyptienne. Il y a peut-être 65 ans ou 70 ans, j'avais exactement 19 ans et je suis rentré dans la vie d'artiste. J'étais batteur en premier. Puis mon frère, Maître Filkbel, il est mort pour que vive l'Algérie. Il m'a apporté un luth. Et c'est là que j'ai commencé à jouer du luth. Mais il a fallu 20 ans pour dire que je suis un luthiste. Ma première que j'ai composée, c'était Shawara al-Qasaba, les ruelles de la Casbah, une musique instrumentale. Je suis heureux d'être là, surtout avec un passé inoubliable, un ami inoubliable, Tahar Ben Ahmed. D'ailleurs, Tahar Ben Ahmed, c'est une note dans la gamme musicale. Il a commencé très très jeune à jouer, je ne sais pas, de la guitare, de la mandoline. Et puis, il a suivi un conservatoire extraordinaire de tous les artistes algériens. Ce conservatoire, il s'appelait Qahout Zahra, un petit café où certains musiciens qui avaient, les anciens musiciens, les débuts des anciens musiciens comme Abebsa, Abdelhamid Abebsa, qui avait formé des petites troupes comme ça en faisant des tournées, et la liste est très longue. Associé, Tahar et Mustafa créent une association musicale en 1952. Puis, Tahar Ben Ahmed rejoint la troupe artistique du FLN. Quand on est revenu, j'ai composé la première chanson. Vous êtes revenu d'où? La première chanson d'amour. C'était علاش تلوم على عينيا حين خانوني وشافوا فيك يا مسهرني لياليا وانت نايمة لياليك. يا سلام. هابي خليني نغير اش عندك انت فيا. La deuxième chanson. La troisième اللي عذبني وشفاني. La quatrième مهما قالوا كل العديان. Après, la chanson sur l'Algérie, puisque nous étions de 58 à 62, moi et Sahnoun, à la troupe du FLN.
pour que vive l'Algérie. Oh là là, un parcours immense, puisque nous avons fait toute la France, le tour du monde, en Chine, en Russie, en Yougoslavie, puis sur l'Iafimat, à Bagdad. Nous avons montré que l'Algérie est un pays de culture. Très appréciés, les deux artistes ont été honorés dans une ambiance festive, empreinte d'émotion. Ce fut un moment de nostalgie ponctué par des applaudissements et des you-you. Et voilà, ça a été donc un très bel hommage qui a été rendu à Tahar Ben Ahmed, qui devait être parmi nous d'ailleurs ce matin. On le salue, on espère qu'il est en forme et qu'il pourra être avec nous ou parmi nous très prochainement. Nous avons vu d'ailleurs dans cet hommage aussi, il devait aussi être parmi nous ce matin, Mustafa Sahnoun, accordéoniste, lui, qui a accompagné plusieurs grandes voix de la chanson algérienne, donc deux monuments que nous avons eu à voir lors donc, de cet hommage qui a été organisé au niveau du TNA, le Théâtre National d'Alger, par l'association 3e millénaire. Donc restant toujours dans la célébration de la journée de l'artiste, mais aussi de la journée du livre et des droits d'auteur, en compagnie du chargé de communication de l'ANDA, à savoir Saïd Zendar. Donc là, on est en train donc, de parler encore une fois des droits d'auteur, des droits de l'artiste, et on disait que c'était quand même un défi énorme face aux nouvelles technologies, face à la promotion donc, des nouvelles technologies. Oui, comme on l'a dit déjà, aujourd'hui, donc, on est en train de mettre à jour le dispositif légal. Donc, je vous ai dit qu'il y a déjà un groupe qui travaille dessus. Très prochainement, on aura la première mouture pour essayer d'avoir un cadre juridique adapté à cette nouvelle forme d'exploitation. D'exploitation, effectivement. Il faut dire aussi, Saïd Zendar, qu'au niveau de l'ANDA, il y a un travail colossal qui se fait, surtout pour la préservation et la promotion de ce patrimoine. Donc on a vu à travers le portrait ou l'hommage que Maya Amarani a rendu à Tahar Ben Ahmed, que c'est quand même un monument de la musique algérienne, de la chanson, du patrimoine musical algérien. Il faut dire que l'ANDA fait beaucoup d'efforts et beaucoup d'activités justement pour la conservation, notamment par la transcription notamment par les enregistrements. Donc, ça fait partie des missions de l'ANDA. Une des missions de l'ANDA, c'est la préservation du patrimoine culturel traditionnel algérien. Et cela passe par d'abord le recensement et l'identification des œuvres, protéger ces œuvres du patrimoine contre l'appropriation illégitime, protéger aussi ces œuvres contre la déformation dommageable à ces œuvres. Et aussi, là, il y a aussi d'autres actions, c'est la fixation, si on veut, sur support physique de ces œuvres, pour permettre la transmission de ces œuvres-là et surtout les mettre à la disposition de différentes institutions ou de chercheurs ou de personnes intéressées par le patrimoine culturel traditionnel. Et justement, vous mettez aussi ça à la disposition. Oui, donc il y a des coffrets qui ont été produits par l'ANDA, ils sont mis à la disposition des chercheurs. Nous en avons parlé d'ailleurs cette semaine en compagnie de notre collègue, notre amie Samira Hadjamar, elle qui s'est intéressée justement à tous ces mécanismes que l'ANDA a mis en place pour la préservation et la transcription justement de toutes ces œuvres. Donc on a la fixation surtout le plus important parce que ça fait partie du patrimoine immatériel, donc qui a beaucoup plus été transmis de bouche à oreille. Donc il fallait fixer ce patrimoine sur des supports physiques, que ce soit des enregistrements ou transcriptions. Parce qu'il faut dire que la transmission donc, de ce patrimoine musical particulièrement se fait de génération en génération. C'est une transmission orale, donc qui risque de se perdre effectivement. Qui risquait de se perdre et surtout d'être déformée ou appropriée de manière illégitime. Donc c'est des œuvres qui sont gérées directement par l'ANDA, qu'on peut considérer des œuvres du domaine public, qui relèvent du domaine public. Donc l'ANDA est responsable de l'exploitation et surtout de l'intégrité de ces œuvres et surtout de la transmission de ces œuvres. Tout l'intérêt, c'est de les fixer et surtout, en deuxième partie, c'est de transmettre ce patrimoine. Donc c'est pour ça qu'on procède à la production de quantités assez importantes pour permettre maintenant à différents instituts de musique, directions de culture, le grand public bien sûr, d'exploiter ces œuvres.
Alors, c'est aussi, donc là, vous avez parlé de l'intégrité, de l'authenticité, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les jeunes s'intéressent au patrimoine, mais autrement, parce qu'ils apportent quand même de nouveaux arrangements, ils font, on va dire, ils revisitent un petit peu ce patrimoine. Au contraire, c'est tant mieux pour l'œuvre. Voilà. Donc, les arrangements, ce qui est interdit, c'est la déformation. C'est la déformation dommageable à l'œuvre. Mais du moment qu'il y a des arrangements et qu'on estime que ça ne porte pas atteinte à l'original, donc au contraire, c'est bénéfique. Et on encourage les jeunes d'exploiter et d'utiliser ces œuvres du patrimoine. Voilà, effectivement. Alors là, on rappelle encore une fois l'actualité. Donc depuis hier, aujourd'hui et demain, les bureaux de vote sont ouverts. Et cette fois-ci, c'est du côté de Suisse que nous allons partir en compagnie de Smaïl Djellid, lui, donc, qui est un Algérien établi en Suisse. Il nous parle de ses attentes, donc de ces élections, des prochains élus, donc des prochains députés, à travers cet entretien qui a été enregistré par Skype. Et on se retrouve juste après. Je suis ravi d'être avec vous, Ismaël Djellid, expert en sport de performance, entraîneur et instructeur. Je suis actif en Suisse. Voilà, cette intervention, elle est toute spontanée. J'aimerais passer un message, un mot à mes compatriotes, à l'Algérie, à la Nouvelle-Algérie. D'abord, je parle un peu de la situation sanitaire grâce à la solidarité de tout le monde, au respect des mesures sanitaires. On est en train de faire diminuer la pandémie et j'espère qu'avec plus de solidarité, plus de conscience et de responsabilité de chacun, on va réussir à combattre cette pandémie et on aspire à une vie meilleure et normale. Concernant le futur, j'entends souvent parler de la Nouvelle-Algérie. J'ai confiance à cette Nouvelle-Algérie. On doit être tous solidaires, on doit être tous responsables à cette construction de la Nouvelle-Algérie. J'ai confiance à mes compatriotes. Donc on est tous responsables, chacun dans son domaine. On va mettre la main dans la main pour une meilleure Algérie, pour une Algérie stable, pour nous, pour le présent et pour le futur, pour nos enfants. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vous transmets mes meilleures salutations de Suisse et voilà, on reste en positif et demain sera meilleur, Inch'Allah. Hier, tu as combattu pour libérer la patrie avec ton courage. Aujourd'hui, tu défends la sécurité de ton pays. Tu as éduqué, enseigné, soigné, produit, créé, innové. Et parce que là où tu vas, tu laisses ton empreinte toujours présente pour exprimer ta voix. Aujourd'hui, c'est avec ton empreinte que le changement se fera. Membre de l'Assemblée populaire nationale le 12 juin 2021. L'électeur doit se rendre au bureau de vote où il est enregistré. Pour vérifier l'identité de l'électeur, la carte d'identité nationale ou le passeport doit être présenté, joint à la carte d'électeur, sans toucher à ce document, par les membres du bureau de vote. Après s'être assuré que le nom figure sur la liste des signatures, l'électeur prend tous les bulletins de vote et l'enveloppe. L'électeur se rend à l'isoloir de vote muni de son stylo à utiliser dans le processus de vote. Il choisit le bulletin de vote pour lequel il a fait son choix et se séparer des autres bulletins. L'électeur doit s'assurer que son bulletin de vote soit en bon état, qu'il ne soit pas taché d'encre, qu'il soit clair et non déchiré. L'électeur doit mettre un X dans les 4 possibilités. Première possibilité, mettre un X dans la case correspondant au nom du candidat choisi. Deuxième possibilité, mettre un X dans la case de 2 ou plusieurs candidats choisis. Troisième possibilité, mettre un X dans toutes les cases des candidats choisis. Quatrième possibilité, dans le cas où aucun candidat n'a été sélectionné, le vote sera pour toute la liste en question. L'électeur a accordé son vote à tous les candidats de manière égale. De cette façon, l'électeur aura accordé son vote à tous les candidats de manière égale. L'électeur plie le bulletin de vote, puis le met dans l'enveloppe et se rend dans l'urne où il vote. En plaçant l'enveloppe à l'intérieur de l'urne,
L'électeur doit bien mettre son index gauche dans l'encre et l'empreinte digitale obligatoire sur la feuille de signature. Les mots élus ainsi que datés sont placés sur la carte d'électeur sans y toucher. Si tu veux le changement, absent. Et voilà, de retour sur le plateau. Donc on rappelle la communauté algérienne à l'étranger que les bureaux de vote seront ouverts toute la journée aujourd'hui jusqu'à 19h et demain donc de 8h à 19h. Donc je rappelle, était parmi nous Saïd Zental, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Vous êtes le chargé de communication à Londa. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouverai avec un très grand plaisir demain à 8h exceptionnellement, puisque demain ce sera le 12 juin, donc ce sera la journée prévue pour le vote à l'étranger mais aussi en Algérie. Donc je serai en compagnie de mon ami et collègue Kamel Souik. Je vous souhaite une très agréable journée à tous et à demain. Au revoir.